Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour l'invitation ici à Bourg-Saint-Maurice. C'est un grand plaisir d'être ici. Qui connaît la Val Poschiavo? Qui a déjà été en Val Poschiavo ici? Ah, ok. Non, c'est lui qui a eu l'idée de m'inviter ici, donc merci aussi pour avoir proposé ma personne pour venir ici à raconter ce qu'on a fait dans cette vallée. Donc, on m'a demandé de raconter ce qu'on a fait chez moi. C'est une région qui a une stratégie qui s'appelle Smart Valley Bio. Je vais expliquer un peu ce qu'on a fait. C'est une stratégie de développement territorial avec une gouvernance multiniveau. Et on a un peu conçu ce qu'est notre avenir soutenable. On a travaillé sur ça depuis beaucoup d'années. Et je voudrais vous apporter les leçons que nous avons apprises. Et c'est aussi une vallée qui est assez reliée et en relation avec tout l'arc alpin, parce qu'on travaille beaucoup avec des communautés alpines, et je vais vous expliquer comment. Et je crois que après la conversation qu'on a eue cet après-midi, j'ai déjà vu beaucoup de possibilités de créer des liens entre les Alpes, parce que nous, on n'est pas derrière le coin. On est ici. Nous, on est là. OK? Ça, c'est la Suisse. Hein? OK. Ça, c'est une petite langue de Suisse qui est en Italie. Ça, c'est la Valtellina. Ici, il y a Livigno, vous connaissez peut-être, Bormio, les grandes stations de ski qui sont très connues. Et la Val Poschiavo, c'est une vallée du canton de Grison, de langue italienne, d'environ 4700 habitants, une surface de 270 km², avec beaucoup de montagnes. Et on est suisse parce qu'on l'a décidé en 1408 d'être là, autrement on serait italien, parce que c'est une vallée latérale de la Valtellina. Donc nos eaux, elles vont vers la Méditerranée. Donc ici, il y a la frontière entre les langues, donc c'est la culture allemande, la culture italienne ici. Les eaux vont vers la Méditerranée ici ils vont vers la mer Noire. C'est le l'Inn qui traverse la Langadine. Donc c'est une région qui... Oui, pour arriver là, j'ai fait un col que je ne connaissais pas. J'ai fait le petit Grand Saint-Bernard. Et c'était très intéressant, très beau. Et donc, je connais maintenant aussi une autre région française. La vallée de Poschiavo, elle se présente, vous avez vu déjà une petite photo, elle se présente comme ça. C'est une vallée où il y a un patrimoine culturel assez important. C'est une communauté de langue italienne en Suisse. Même si on est à la frontière avec l'Italie, on est suisse de langue italienne. Donc, on a une minorité de langue italienne suisse. Donc, cette communauté, elle a toujours dû s'organiser pour l'innovation, parce que nous, on est très loin de Berne, très loin de Coire, qui est le chef-lieu du canton de Grison. Et on est une minorité linguistique parce que le canton de Grison, c'est le seul canton qui a 3 langues officielles en Suisse. C'est l'allemand, la langue majoritaire, le romanche, qui est la 4e langue nationale suisse. Si vous avez les billets des francs suisses, il y a toujours une langue qu'on ne connaît pas, ça c'est le romanche. Et puis, il y a 4 vallées de langue italienne dans ce canton. Et nous, on est isolé, disons, des autres vallées de langue italienne, parce que vers le nord, on a le col du Bernina et on arrive à Saint-Moritz, c'est langue allemande et romanche. Donc, c'est pour ça que c'est une vallée qui a décidé et toujours de s'organiser et de se développer avec de l'innovation. Il y a eu de l'immigration. On a, comme toutes les vallées des Alpes, on a les mêmes problèmes. On a une population qui vieillit, on a les jeunes qui s'en vont, qui peut-être vont retourner. On est dans ces méga trends qu'il y a un peu partout. Et ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on a fait dans les dernières 15-20 années. Parce que maintenant, on est une vallée qui est devenue 96% d'agriculture bio. Et ça, c'est un record mondial. Ça n'existe pas dans cette complexité, aucune part dans le monde.
Et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire 96% de bio dans la Val Poschiavo. Il y a encore deux agriculteurs qui sont en transition et donc on va arriver à 100% d'agriculture bio certifiée dans la vallée. Et donc ça, c'est devenu un très grand atout pour la vallée du point de vue du marketing territorial, mais aussi pour le tourisme, parce que le tourisme, il fait partie de ce jeu du bio et on profite beaucoup. En comparaison, donc en France, le bio au niveau national, c'est 4%, quelque chose comme ça, 4-5%. En Suisse, c'est 17%. Dans les cantons de Grisons, c'est un canton de montagne, il a beaucoup investi. Vous savez, les cantons ils sont tous indépendants. Chaque canton est un État indépendant. Et le canton de Grisons a investi beaucoup sur l'agriculture bio et c'est pour ça que c'est un pourcentage assez important. Donc, la Val Poschiavo, elle commence sur les glaciers du Bernina. Le Bernina, c'est la montagne la plus haute des Alpes orientales. C'est un 4000 mètres. La commune de Poschiavo, le point le plus haut, c'est le Piz Palu. C'est 3900 quelque chose mètres. Et la Val Poschiavo, elle est longue 25 km. Elle est nord-sud. Et elle va des glaciers jusqu'aux oliviers et aux vignobles de la Valtellina. Et dans ces 25 km, il y a vraiment toute la possibilité, tous les terrassements, les différentes possibilités de produire de l'agriculture, des produits de la vallée. Donc, c'est une complexité aussi du point de vue des produits qu'on peut avoir avec la Val Poschiavo. En plus, la vallée est devenue depuis 2008 un patrimoine de l'UNESCO parce que le chemin de fer rétique, qui est un chef-d'œuvre de l'ingénierie des chemins de fer à niveau mondial, a été reconnu comme patrimoine de l'humanité. Et quand on a fait la démarche de candidature, on a discuté que le chemin de fer en soi-même, c'est clair, c'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie et tout ça, mais sans le paysage, le chemin de fer, il est rien. Parce qu'il a été construit au début du XXe siècle, pas pour relier la Val Poschiavo, ça n'intéressait pas beaucoup de monde, mais pour relier Saint-Moritz et donner à Saint-Moritz une autre possibilité de montrer des choses aux clients qui arrivaient, les Anglais. Dans la Belle Époque, il y avait beaucoup de ces voyages dans les Alpes avec les chemins de fer et tout ça. Et nous, on a eu la chance que c'était un des derniers chemins de fer qu'on a construit dans les Alpes dans cette période-là, parce qu'après la Première Guerre mondiale a bloqué tout, parce que les matériaux qu'on utilisait pour faire les chemins de fer, on les utilisait pour faire des autres choses, les armes et tout ça. Donc on n'a plus construit des autres chemins de fer de cette dimension dans les Alpes après ça. Et donc, quand on a discuté sur le périmètre de ce patrimoine UNESCO, on a dit, OK, le chemin de fer, c'est un fil rouge qui traverse la vallée. Et ça, c'est la core zone du patrimoine UNESCO. Donc, c'est la partie plus importante. Mais on a créé des buffer zones, des zones qui sont importantes aussi, qui arrivent jusqu'à à tout ce qu'on voit du trait. Donc, aussi la ligne d'horizon. Pour la Val de Poschiavo, c'est pratiquement toute la vallée, parce qu'on voit toute la vallée depuis le train. Et ça a eu une importance très grande, parce qu'avec ça, notre patrimoine paysager de la Val Poschiavo est devenu aussi un patrimoine de vous, de l'humanité. Donc, nous, on a une tâche de sauvegarder ce patrimoine. Et dans cette démarche-là, on a travaillé beaucoup avec la population de la Val Poschiavo pour faire comprendre l'importance du paysage et de ce qu'on fait. Parce que le paysage, dans le paysage, on voit toutes les décisions qu'on prend, on les voit dans le paysage. Si on est des élus, qu'on doit faire de l'aménagement du territoire, les décisions qu'on voit, on les verra dans le paysage. Et pour les gens, c'est plus facile de comprendre ça en partant du paysage que d'une carte faite par des experts. Donc, pour ça, on a travaillé beaucoup sur cette idée du paysage culturel et de l'importance. Donc,
On va faire un petit voyage maintenant dans la Val Poschiavo pour avoir des images, pour voir un peu ce que c'est maintenant si on fait le voyage en train. On arrive du col du Bernina, on descend, là on voit la Val Poschiavo, là vous comprenez pourquoi c'est tout dans le patrimoine UNESCO, parce qu'on voit vraiment toute la vallée. C'est une vallée qui a des lieux très, très iconiques de Suisse. Le train soi-même est une image très iconique de la promotion touristique suisse. Le Bernina Express qui traverse la vallée, c'est le train de luxe, disons, pour les touristes internationaux. Il transporte 1 million de passagers l'année. Et la chose importante, c'est que nous, on ne veut pas que tout le million s'arrête à Poschiavo. Nous, on est intéressés à un tourisme qui arrive parce qu'il veut découvrir ce qu'on fait. Ce n'est pas le tourisme de masse de San Moritz, il va en Italie et puis il va à Lac de Com, comme avec les cars et tout ça. Ça ne nous intéresse pas parce que ça, ce n'est pas exactement comment nous, on peut accueillir les personnes. Donc, la vallée de Poschiavo, elle est une vallée qui a un tourisme assez important. On a presque 100 000 nuitées dans 800 lits. Donc, on travaille sur la petite échelle et du tourisme souple, du slow tourism lié au paysage. Le paysage productif est au cœur de la stratégie de développement régional. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on voit dans la région, c'est effectivement un résultat du travail que nos ancêtres ont fait, parce que ce n'est pas un paysage naturel, ce n'est pas un paysage intact, c'est un paysage... Même les forêts ne sont pas des forêts naturelles, ce sont des forêts qui sont aménagées. Donc tout ce qu'on voit ici, à part, disons, les sommets, ce sont des résultats du travail que les générations ont fait dans cette vallée. Donc, pour nous, l'importance du paysage productif n'est pas d'un paysage musée, parce que la peur des gens avec l'UNESCO, c'était « Ah, l'UNESCO, ça bloque tout ». C'est pas vrai. L'UNESCO, elle reconnaît ce que une communauté décide de faire reconnaître. Donc, si on décide que c'est un paysage productif, c'est un paysage productif. Et nous, on a la tâche de faire ce travail-là, d'aménager, de sauvegarder l'activité. Et on a travaillé dans les dernières années à tout ce qui était la production locale. Et on a recommencé à voir la filière locale très, très forte. On a repris toutes les cultures céréalicoles alpines qui étaient disparues dans les années 50. Le paysage culturel est devenu encore plus intéressant. La biodiversité s'est augmentée parce que cette idée de la filière courte nous a aidés à être plus intéressants, plus productifs et à redécouvrir des choses qu'on faisait jusqu'à les années 50 quand l'industrialisation de l'alimentation a changé tout aussi dans la Calpe. Donc, on a oublié presque partout comment on faisait les farines, tout ça. Il y avait seulement des petits lieux où il y avait encore quelques personnes qui le faisaient. Et là, on a vraiment travaillé à redécouvrir les filières du sarrasin, par exemple, qui a une composante très importante pour l'alimentation de notre région. C'est aussi une production très intéressante du point de vue des herbes officinales. Il y a des pionniers du bio qui sont arrivés dans les années 80 en Val Poschiavo, des locaux qui ont commencé à ce temps-là. Le bio, c'était extrêmement alternatif. Faire de la culture de herbes officinales pour les tisanes, c'était extrêmement nouveau. Et maintenant, la personne qui a commencé ça, c'est le plus grand producteur d'herbes officinales de la Suisse. Il fait des livraisons à Ricola. Vous connaissez Ricola, donc ça c'est une marque globale presque. Et on a travaillé beaucoup sur... c'était un succès. On a pu commencer avec ce succès du bio dans cette production et dans la filière du lait, qui est devenue une des... les laiteries de la Val Poschiavo étaient les premières laiteries en Suisse qui se sont converties au bio dans les années 90. Et on a commencé à travailler sur ça. Maintenant, on a dans la partie basse aussi toute la production de baies. Et maintenant, les changements climatiques font ainsi qu'il il y a aussi la production d'huile d'olive. Et il y a une semaine, une jeune femme agricultrice, viticultrice, a décidé d'implanter une production de vin à 1000 mètres à Poschiavo.
Et elle va expérimenter ça. Donc, cette idée de la filière courte en vallée, elle a généré beaucoup d'innovations, de nouveaux approches, de sauvegarde des paysages terrassés, comme ici pour les baies et tout ça. Tout ça, on l'a fait grâce à un nom qu'on a donné à cette démarche-là, que c'est une stratégie Smart Valley 100% bio en 2012. On lui a donné un nom. On avait déjà commencé avant à discuter qu'est-ce qu'on peut faire dans une région comme ça, comment on peut fédérer tous ceux qui travaillent dans le tourisme, dans l'agriculture, dans la transformation, qui étaient des éléments très importants de l'économie de la vallée. C'est une économie d'une vallée qui, comme ici, il y a les chemins il y a l'hydroélectrique qui est très important. Donc l'hydroélectrique, il est arrivé au début du XXe siècle avec le train. Les chemins de fer, c'était aussi une entreprise très importante parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient sur cette ligne pour la maintenir ouverte été et hiver parce que c'est 2300 mètres en hiver. Il y a beaucoup d'aménagements à faire et de travail à faire. Mais ce n'était pas suffisant. On devait trouver aussi une possibilité d'avoir une stratégie qui réussit à créer une unité entre autres secteurs, donc le tourisme, l'agriculture, la transformation, les artisans. Et après une analyse qu'on a faite, on a décidé de travailler sur cette idée de la filière radicalement courte. Et en 2012, on a présenté cette stratégie qui était un peu issu de ceux qui, en 2012, il n'y avait pas beaucoup de choses smart. Maintenant, tout est smart. Hein? OK, maintenant, on devrait changer le nom. Parce que c'est maintenant. Mais en 2012, c'était smart, c'était les cities. C'était Smart Cities. C'était le nom. On travaillait sur le concept des villes qui étaient smart. Il y avait des sociologues italiens qui travaillaient aussi sur Smart Land. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh, c'est intéressant ce qu'ils disent. Est-ce que on pourrait j'ai lu les choses qu'il disait et j'ai dit, oh, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Donc, on a donné ce nom-là. Et sur ça, on travaille depuis 2012, maintenant 12 années, même si c'est un nom en anglais, donc il y a beaucoup de gens qui disent, ah, pourquoi un nom en anglais, on parle italien, blablabla. À la fin, c'est la chose qui tout le monde a compris que c'est quelque chose qui a un pouvoir aussi de raconter cette région et la démarche qu'on a eue vers l'extérieur. Je disais, l'important c'est le paysage est au centre, mais aussi les compétences, les gens, le capital humain de la région est très important. Donc on doit investir sur ça, donc on doit développer les compétences à tous les niveaux. On a discuté aussi sur toutes les ressources humaines, mais aussi les ressources naturelles et culturelles. Ça, c'est aussi un élément très important dans une vallée. La mobilité, on est une vallée, disons, pour les Suisses, on est très loin des centres. Mais on est à 2 heures de Milan, plus ou moins. On est à 5 heures de Berne, ou 6 heures de Berne. Donc c'est clair que l'administration fédérale nous voit au bout de l'empire. Donc cette mobilité vers le sud aussi, c'est très important parce qu'on a une ligne de chemin de fer direct depuis Milano Centrale jusqu'à Tirano, où le chemin de fer éthique commence. Donc, travailler au niveau transnational, c'est important. Et la gouvernance, donc travailler avec tous les acteurs de la région ensemble en détectant les activités qu'on va faire. Je vais vous montrer, disons, en 2012, on a lancé cette stratégie avec ce petit vidéo. Et je vais le montrer parce que c'est intéressant, parce que quelquefois je le regarde moi aussi. Donc ça, c'était le teaser qu'on avait utilisé en 2012 en occasion de la conférence alpine, Alp Week, où il y avait les ministres de l'environnement de tout l'arc alpin qui se sont retrouvés à Poschiavo.
en occasion, la conférence alpine, c'est la conférence que tous les 12 années se passe avec la convention alpine. À ce temps-là, j'étais président de la région, élu, et donc j'avais lancé l'idée d'avoir cet événement à Poschiavo. Il y avait 600 personnes de tout l'arc alpin qui ont participé, des ONG et la politique ensemble. Et on a pris l'occasion pour présenter cette stratégie. Et c'était très intéressant parce que quand on le regarde maintenant, je vois seulement que le cinéma, il n'existe plus. Il a fermé, mais il y a quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est très important pour nous que ce moment-là où on a travaillé sur cette... on a commencé à expliquer ce qu'on était en train de faire. Donc, la procédure, c'est vraiment mettre la communauté au centre. Donc, travailler avec la communauté, avec tous les problèmes qu'on peut avoir donc, dans la participation. En Suisse, on fait beaucoup de participation parce que la démocratie directe qu'on a, elle implique aussi ce discours de parler avec les gens parce qu'on doit voter beaucoup de choses. Et donc, quand même, c'est un effort, c'est un investissement, mais on doit le faire. Et donc, c'est très important ça. Donc, mettre en réseau et relier aussi la région à son intérieur, mais aussi vers l'extérieur. Ça, c'est toujours été un aspect important. Le coordonnement des activités avec tous les acteurs, c'est un élément très important. Et pour nous aussi, se rendre compte que oui, on est une petite région à la frontière de la Suisse, mais on est dans un espace fonctionnel avec l'Italie, avec l'Engadine. Et donc, pas seulement regarder ce qui se passe chez nous, mais se mettre en réseau aussi en créant des stratégies, des activités, des projets entre les régions. Et ça, c'était toujours un aspect très important. Et l'approche qu'on a utilisée, et ça, on l'a appris aussi en étant en réseau avec des organisations comme l'UNESCO, c'est heritage-based, c'est basé sur le patrimoine culturel, matériel et immatériel de la communauté locale. Le concept du patrimoine immatériel, c'est défini par l'UNESCO dans une convention du 2003, la convention sur le patrimoine immatériel, et c'est un patrimoine vivant. Donc, ce sont les traditions vivantes, ce n'est pas le musée. Et la tradition vivante, si elle est vivante, elle se transforme, elle s'innove continuellement de génération en génération. Et donc ça, c'est le concept très important. Nous, on base sur les savoir-faire traditionnels, mais on fait de l'innovation. Et on ne crée pas le musée de la Val Poschiavo où c'est la partie romantique que peut-être le touriste aimerait bien voir, parce que ça, on a un peu partout, qu'on a un peu cette image des Alpes intactes, naturelles et tout ça. Donc et ça, pour nous, c'est quelquefois des problèmes parce que c'est pas comme ça. Et nous, on ne veut pas présenter ça. On ne présente pas ça. On présente une vallée en 2024 qui est connectée. Il y a le réseau, depuis l'année 2000, on est connecté à l'Internet avec ce qui était le plus fast qu'on pouvait voir de ce temps-là. Maintenant, on a la fibre optique. Donc, c'est une vallée qui vit maintenant. Ce n'est pas une vallée qui veut montrer quelque chose de différent. Et donc ça, c'était important de travailler vraiment sur cette approche-là et de le mettre au centre. En 2015, on a aussi créé une marque territoriale qui est cette marque territoriale ici avec deux labels, le 100% Val Poschiavo et le Faizun Val Poschiavo. Ce sont la marque 100%, c'est quand un produit est issu avec 90% avec des ingrédients provenant de la Val Poschiavo. Et ça, c'est une chose assez radicale. Il n'y a pas vraiment de label comme ça. Donc, on a beaucoup étudié parce que nous, on a décidé ça. On l'a fait. On n'a pas attendu des règles suisses ou quelque chose. On a vraiment décidé, on doit faire quelque chose parce que 100% Val Poschiavo, c'était clair pour tous dans la vallée, mais c'est clair aussi pour le touriste. Donc, cette idée de voir la radicalité dans ce produit. Mais de l'autre côté, pour permettre à tous de jouer au jeu, on a aussi une marque qui est comme une marque régionale, avec 75% de la valeur ajoutée qui vient de la région. Donc, tous les artisans, tous les transformateurs, tous peuvent participer à ça. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on a 150 produits 100% Val Poschiavo.
certifiés, vérifiés, certifiés aussi par une organisation extérieure. Et on a seulement 50 produits faits dessus. Donc les produits, parce que tous, ils tendent à apporter le produit qui est 75% de la valeur ajoutée. Ils travaillent beaucoup pour arriver à 100% Valpo Schiavo. Et donc, ils travaillent en réseau avec les producteurs, les agriculteurs pour le faire, pour avoir la matière première pour arriver au 100% Valpo Schiavo. Et ce sont 62 entreprises qui travaillent à ça. Donc, la coopération est très intéressante dans une vallée. Je rappelle, on est 4500 habitants, donc c'est petit. Mais en tout cas, on a beaucoup d'entreprises. On a 4 boucheries, 4 boulangeries, 2 producteurs de bière, un producteur de pasta, des producteurs de vin, une distillerie. Maintenant, on a un producteur de huile. Donc, dans une vallée très petite, on a encore tout. Et on a aussi dans le village, on a encore tous les petits magasins. C'est clair, on a aussi une petite grande surface. Mais il y a encore tout ça qui est en place. Et ça démontre qu'il y a de l'intérêt par les locaux sur ces produits-là, pas seulement pour les touristes, mais aussi, c'est clair, pour le tourisme, parce que ça nous permet d'avoir des produits pour les touristes. On a 76 fermes dans la vallée de Poschiavo. Donc, on a 1700 hectares de surface agricole. Et c'est très intéressant que 12% des places de travail sont liées à l'agriculture. Je crois que dans le reste de la Suisse, c'est 4%, 2%, quelque chose comme ça. Donc ça, on a vraiment réussi à maintenir aussi cet aspect qui nous maintient le paysage. Parce que si on a les agriculteurs qui font ce travail-là et le paysage est productif, les agriculteurs sont intéressés à rester et à continuer. Donc, toutes ces entreprises agricoles, il y a eu le changement générationnel. Le grand problème des changements générationnels dans l'agriculture, nous, on ne l'a presque pas eu. Donc, c'est clair qu'on avait beaucoup plus de fermes il y avait 100 ans. Mais maintenant, les fermes sont des fermes plus modernes, un peu plus grandes, et qui passent de génération en génération. Et à ce jeu-là, aussi les tourismes participent parce que cette marque, elle est utilisée pas seulement pour les produits, mais aussi pour les partenaires. Donc, il y a 12 restaurants qui ont signé une charta 100% Valpo Schiavo qui mettent dans le menu les produits locaux et ils mettent aussi le signe. Donc, c'est très important, disons, cet aspect-là. Depuis 2015, maintenant, on a ces menus dans les restaurants où on voit les plats qui sont faits avec les produits locaux. Et c'est important pour nous aussi que ce n'est pas une stratégie d'autarkie. Donc, ce n'est pas l'idée de nous nourrir, ce n'est pas possible. On est en 2024, donc c'est... Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de possibilités à travailler avec le tourisme, la gastronomie, pour donner de la valeur aux produits. Et donc ça marchait très bien. Et nous, on a continué aussi à travailler. Donc aussi les petits magasins, ils deviennent partenaires du projet. Donc les magasins qui ont les produits, ils ont un petit tableau devant la porte qui dit là on trouve les produits. Et cette discussion-là, elle continue maintenant. On continue à travailler aussi sur des autres chartes. Donc, les artisans sont très intéressés à ça. Donc, mise en réseau c'est un des instruments importants de ces aspects-là. Les projets, on a fait beaucoup de projets. Beaucoup. Dizaines de projets, grands, petits, avec tous les outils possibles et imaginables qu'il y a, des politiques agricoles, de développement régional, de développement rural, il y en a, parce que l'argent n'est jamais le problème. Si on a une stratégie comme ça, maintenant, nous, au niveau suisse, c'est vraiment très intéressant qu'on est connu, on arrive à un projet, ils savent exactement que ça va être quelque chose qui réussit à être intégré dans une stratégie. Donc, cette force de la stratégie aide aussi à la crédibilité vers l'extérieur. Et donc, ça, c'est important comme... Et puis, l'aspect de la formation, je disais avant, et moi, maintenant, je ne suis plus élu, je suis guéri du virus de la politique.
Et je suis directeur du Centre de formation et de développement des projets de Laval Poschiavo, qui s'appelle Polo Poschiavo, qui est un outil dans la main de la communauté. C'est une association d'organismes publics et privés. Et on a la tâche d'organiser de la formation pour la région, formation continue, et d'accompagner et de développer les projets qu'on fait. Donc, c'est un peu mon travail d'aller chercher où on peut placer un projet, le mettre en place et le coordonner avec les acteurs locaux et puis ceux qui soutiennent le projet. L'aspect de la formation, nous, on a commencé, c'était un projet pilote qui voulait porter les nouvelles technologies dans une vallée périphérique de la Suisse. Et nous, puisque pour les Suisses, on est très périphérique, on a choisi nous, c'est bon. Quelquefois, être loin, c'est... et on a apporté, disons, l'Internet et tout ça du début. C'était vraiment le début de l'Internet. On a fait beaucoup d'investissements sur la connectivité. Mais après, la connectivité n'est pas suffisante. On doit donner des outils et former les personnes à utiliser ces nouveaux instruments. Et donc, la formation était, dans le projet pilote, très, très importante. Et c'est pour ça qu'à la fin du projet pilote, on a décidé de créer une organisation qui continue ça. Donc, on a commencé en faisant, dans l'année 2002, beaucoup de cours pour la digitalisation, transformation digitale. Comment on utilise un computer, comment un ordinateur, comment on fait les logiciels, Word, Excel et tout ça, le basic, toutes les choses basiques. Mais puis, on a commencé à travailler sur les savoir-faire traditionnels. Donc, on a travaillé en formant des médiateurs culturels pour les musées qui racontent l'histoire de la filière du sarrasin en partant d'une maison du XIIIe siècle qui est dans le centre de Poschiavo, qui est partie du musée, où on raconte vraiment toute cette filière. On va dans les champs et on cuisine dans la maison les pizzoccheri, qui sont les pâtes locales, avec des médiateurs. On avait besoin de personnes qui savent raconter ça, on les a formés. On forme aussi les guides territoriaux, parce que c'est aussi important qu'on raconte le territoire, pas seulement en disant « Ah, cette église, c'est de 1300, 1250 », c'est vrai, parce que ça n'intéresse personne, c'est pas à Rome, ce qui intéresse les gens, c'est comment on vit, qu'est-ce qu'on fait, la complexité d'un lieu qui semble simple comme une vallée alpine. Et ça, on a besoin des personnes qui le savent faire, et donc on les forme. Et les savoir-faire traditionnels pour l'agriculture, pour le projet 100% Val Poschiavo, donc les paysages terrassés, c'est très important. Donc, on a travaillé sur les murs en pierre sèche, parce que ce sont des infrastructures qui ont beaucoup d'importance dans la région, et on fait des cours pratiques. Ça, c'était avant et après, donc ce qu'on a fait dans un cours. Très pratique, une semaine de travail, et on continue à le faire. Ça, on a commencé en 2010, plus ou moins, et on continue à faire ces choses-là, parce que c'est très important d'avoir les personnes qui savent restaurer et aussi maintenir ces infrastructures. Et puisque maintenant, toutes les terrasses de la région ont été récupérées, ou sont en train d'être récupérées grâce au nouveau intérêt de faire de la cultivation sur les terrasses, ça, c'est un savoir-faire très important. Mais c'est un savoir-faire assez important aussi pour le chemin de fer, parce que le chemin de fer, il a été construit en 1900-1910, plus ou moins. Toute l'infrastructure de protection contre les avalanches et de soutien de la voie ferrée, c'est en mur en pierre sèche. Donc c'est aussi pour le patrimoine UNESCO un aspect important qu'on a. Et puis on continue, on travaille sur le discours de donner des nouveaux outils. On a généré une hypermap de la communauté. C'est un outil qui part c'est un outil participatoire, donc qui a été programmé pour la région, pour notre région. C'est une open source, et c'est un outil qu'on utilise maintenant pour la géolocalisation des services publics. Parce que c'est vrai qu'il y a tout sur Google Maps, mais quand on a les réfugiés ukrainiens qui arrivent, c'est plus compliqué de lui montrer. C'est plus facile de leur montrer une carte déjà
prête avec tous les lieux importants pour eux, au lieu de leur dire d'aller chercher les informations sur Google Maps. On travaille avec les musées pour créer des narrations qui sont liées au territoire. On travaille sur la traçabilité des produits 100% Valposchiavo. L'idée de montrer, quand on a un plat, quand on est dans un restaurant, on fait un ordre d'un plat 100% Valposchiavo, on est en train de développer le QR code qui permet de voir d'où viennent tous les ingrédients et pour aller les voir. Et on met en lien aussi toutes les images historiques du paysage qu'on a digitalisé pour créer une narration, pour montrer le changement qu'il y a eu dans ce paysage depuis dans les dernières années, avec la possibilité de comprendre ce qui est derrière un simple plat de pâtes de la vallée. Et donc c'est un outil de participation très, très, très intéressant qu'on est en train d'expérimenter, c'est assez nouveau. Il n'existe rien comme ça, donc on est en train de le développer. Mais en tout cas, c'est aussi important pour nous d'être reliés dans l'arc alpin. Donc ça, c'est une carte avec différents niveaux politiques de l'arc alpin. Nous, on est ici, moi, je suis là. La Convention alpine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un traité avec qui a été signé il y a une trentaine d'années entre tous les pays de l'arc alpin pour préserver l'arc alpin. Il y a un périmètre défini, c'est le périmètre vert. C'est vraiment ce qu'on peut dire montagne, disons. Et puis il y a des périmètres qui sont liés à la SUERA, la stratégie alpine. Peut-être vous en avez entendu, la France a eu la présidence pendant 2 années. La région Auvergne-Alpes est très engagée sur ça. Et il y a aussi les programmes intérêts de coopération, parce que la coopération alpine, pour nous, est important parce qu'on doit se confronter avec les autres communautés des Alpes, on doit se mettre en réseau, on doit échanger les bonnes pratiques et on peut vraiment profiter beaucoup de ces travaux-là. Et une des choses qu'on a fait, c'était un projet sur le patrimoine alimentaire des Alpes. C'était un projet Interreg Alpine Space, où il y avait aussi des partenaires de tout l'arc alpin. Il y avait le parc régional des Bauges en France qui a participé à ce projet-là. Et on a travaillé sur ce projet-là pour développer une candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une candidature multinationale qui est en train a été déposée par les... C'est compliqué, je ne vais pas l'expliquer maintenant. Si vous voulez, après, parce que autrement, c'est une autre présentation. Mais en tout cas, disons, ça, on travaille sur la sauvegarde des connaissances traditionnelles. On travaille sur les bonnes pratiques de la sauvegarde du patrimoine alimentaire alpin. Et là, il y en a beaucoup. En France, qui participent maintenant, c'est, disons, il y a le Parc des Bauges qui était le partenaire du projet, les baronnies qui sont en train... Et avec des organisations, avec la région Auvergne-Alpes, on est en train d'élargir, disons, la participation à la candidature du point de vue français. Et ça, c'est très intéressant parce que là, ce que nous, on va candider, c'est ce que je vous ai montré. Nous, on a une bonne pratique de sauvegarde du patrimoine immatériel, c'est une bonne pratique de gouvernance territoriale, mais il y a dizaines, centaines de bonnes pratiques, petites et grandes, qui rentrent dans ça. Et ça, c'est très important de réussir à arriver à un niveau de visibilité de ce que les communautés dans les Alpes font dans ce cadre-là. Et l'UNESCO nous offre cette plateforme de visibilité et aussi après d'enjeux politiques qui peuvent être mis en place, de politiques de soutien à ces pratiques, à ces communautés qui travaillent à ce niveau-là. Mais nous, on continue aussi à travailler sur les filières. On a maintenant lancé un projet sur le bois. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de forêts en Valposchiavo, pas seulement les paysages culturels. Et là, on veut travailler sur la filière 100% bois Valposchiavo. C'est un thème un peu partout. Je vois aussi la région Auvergne-Alpes, elle investit beaucoup sur la filière du bois dans tous les niveaux. Et ça, on est en contact parce qu'on apprend, disons, comment on peut travailler avec en mettant en réseau à nouveau
tous ceux qui travaillent sur la filière les forestiers, on dit, ouais. Jusqu'à menuisier, tout ça, tous ceux qui travaillent là, donc pour réussir à avoir des designers qui arrivent de dehors, qui nous aident à créer des produits iconiques, qui nous aident à raconter ce qui veut dire maintenir une forêt en montagne, parce que la forêt en montagne, c'est en danger aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Et donc, montrer que c'est une forêt qui est utilisée, qui est aménagée, c'est très important. Et on utilise, disons, l'idée d'une filière. Et on continue aussi sur des autres filières. On est en train maintenant de travailler sur un autre projet Interreg Alpine Space. Là, on a aussi des partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est EM Lyon et Tectera. C'est sur la filière du textile. En partant du patrimoine culturel textile des Alpes, en créant l'innovation, en créant aussi une autre filière agricole, parce qu'on a oublié que la laine, elle vient des moutons. Et nous, on a beaucoup de moutons, et toute la laine, elle est un déchet, donc c'est un peu un problème. Donc, on essaie de créer des solutions sur ça. Et ça, c'est le travail que nous, comme Polo Poscao, faisons. Nous, on est chef de file de ce projet, comme chef de file de Alp Foodway. Et on coordonne ces partenariats internationaux. Et on amène aussi toutes les connaissances dans la région. Parce qu'avec ce projet, on est en connexion avec des universités, des chercheurs. Et on porte vraiment tout ce qui est l'innovation du moment dans le territoire. Et on l'applique directement. On essaye de faire des activités. Et puis, nous, on continue. On a développé une vision pour la région, une vision basée sur le paysage. Vous voyez, là, il y a 3 paysages qui identifient 3 régions de la vallée, l'haute montagne, la vallée à 1000 mètres et puis la basse vallée, pour travailler sur comme sera la région en 2040. Et sur ça, on a déjà, on essaie de l'implémenter dans des outils de stratégie de plus à court terme. Parce que ça, c'est important de continuer. Nous, on a déjà un point où on dit peut-être on pourrait rester, oui, un peu et travailler sur ce qu'on a déjà. Mais c'est important de continuer. Et la chose la plus importante, c'est de réussir à expliquer mieux ce qu'est une Smart Valley Bio. Et c'était juste pour montrer, on travaille avec des critères qui arrivent des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, que c'est un programme de la FAO, pour définir qu'est-ce que c'est une vallée bio. Parce que ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est beaucoup plus de choses. C'est la population, la culture, parce que c'est facile de dire 100% bio, toute la surface c'est agricole, mais ce n'est pas suffisant. On doit avoir une gouvernance plus grande et on doit aussi, pour les élus, pour ceux qui nous donnent les argents, montrer le changement. Ça, c'est un peu, parce que si vous venez, je vous raconte, je vous montre, c'est clair, le changement, on le voit. Tu l'as vu quand tu es venu. Mais quelquefois, on doit avoir des critères qu'on peut monitorer et créer ça. Donc, sur ça, on travaille maintenant. Et donc, oui, moi, je vous invite à venir me voir en Val Poschiavo. Maintenant, vous savez, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux. Et je vois qu'ici, vous travaillez beaucoup aussi à des stratégies. J'ai entendu beaucoup d'innovations sur la mobilité. Moi, je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments que je vois. La dimension peut-être n'est pas vraiment la même, mais un des éléments importants, c'est l'échelle dans laquelle on travaille. Si elle est trop grande, c'est trop compliqué. On doit vraiment, nous, on a cette échelle de vallée, nous aide beaucoup à travailler sur ça. Et peut-être on doit vraiment trouver la bonne échelle où il y a une communauté, où il y a derrière quelqu'un qui réussit à avoir cette continuité dans le travail qu'on fait. Parce que si on travaille depuis 2012 à ça, sans interruption, c'est important parce qu'à la fin, ça crée un positionnement touristique, une visibilité. On m'invite ici à vous raconter ce qu'on a fait. C'est très important pour une région aussi, ce regard qui arrive de l'extérieur grâce à cette continuité. Donc,
travailler sur l'échelle, trouver l'échelle et nous, on l'a fait avec ça. Et moi, je vous remercie pour l'attention. J'espère de pas avoir... Parce que l'apéro est déjà prêt, je crois. Et donc, c'est déjà tard. Et je vous remercie beaucoup pour l'attention. Je vous attends en Valposchiavo, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Cassiano. Je défie quiconque dans la salle de tenir 1 heure comme ça dans une langue étrangère. Italien, vous choisissez. Romanche aussi, vous pouvez. Non, merci beaucoup déjà d'avoir fait le déplacement. Moi aussi, je vous invite à aller voir et à vivre ce slow tourisme dans le Val Poschiavo. Vous lâchez la voiture, vous lâchez le cerveau et vous baladez dans ce paysage immatériel en train, 100% train, et ça fait un bien de dingue. Parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis au travers de cette petite conférence en 1 heure, c'est que le territoire, il se vit au travers du paysage. Et moi, ce que je trouve assez chouette dans ta présentation, c'est de voir d'où vous partez, comment vous partez, et ce départ paysage, il est assez original. Dans ta présentation, tu nous montres bien, et ça, je trouve que ça... Ouais, j'ai vu 2-3 sourires dans... Tu pars d'un centre de formation continu autour de métiers qui peuvent prêter à sourire, très low-tech, sur des savoir-faire traditionnels. Ouais, moi je l'ai déjà entendu dans les Alpes du Sud. Ah, ouais, des pierres sèches, tout ça, ça fait pas rêver. Bon, c'est pas très high-tech, etc. Et en même temps, tu nous montres à quel point c'est important, à quel point c'est relié finalement à toute votre démarche. Et vous pouvez tout à fait aller, le Polo Poschiavo, ce centre de formation, vous pouvez accompagner sur des trucs ultra high-tech, développer des logiciels de participation basés sur le paysage. Est-ce qu'on sait faire ça dans nos vallées françaises alpines? Peut-être, certainement, on devrait pouvoir le faire. Mais voilà, il y a ces 2 aspects. Moi, je voudrais peut-être simplement que tu reviennes un peu sur cette cheville ouvrière qui est le Polo Poschiavo que tu représentes ce soir et dont tu nous as peu parlé, parce que c'est un mode d'organisation qu'on connaît peu de ce côté-là des Alpes. À la fois centre de formation continue et en même temps ingénierie territoriale. Tu nous as montré là tous ces projets auxquels vous êtes connectés. Même vous êtes chef de file, cette toute petite vallée, chef de file de ces grands projets européens. Non, mais c'est assez marquant. On peut assez vite être, comment dire, vous regardez peut-être avec un peu de hauteur une petite vallée que 4700 habitants, mais en même temps vous embarquez des régions entières. Derrière vous, vous avez l'EM Lyon, vous avez quand même des sommités de la région Rhône-Alpes qui embarquent derrière des actions qui partent à l'origine d'une ingénierie territoriale et du Polo Poschiavo. Parce que côté gouvernance, c'est quand même assez marquant, parce que voilà, il y a aussi une façon d'embarquer des socioprofessionnels qui sont plus réactifs et qui font partie de vos projets. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un peu? Parce que ça, je pense que ça peut être inspirant pour... Moi, j'attends que depuis 20 ans qu'on nous copie avec le Polo Poschiavo, parce que je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant pour le développement régional. Avoir ces 2 âmes, la formation continue. Donc, et nous, on fait pas les cours qu'on fait, on les fait extra pour la région. On ne prend pas des cours qui existent déjà. Le dernier cours qu'on a fait sur l'intelligence artificielle, on a appelé un retournant de Silicon Valley qui habite en Lombardie. Et lui, il était en tournée avec des conférences. Il est venu aussi chez nous, il a fait la conférence, blablabla. Tout ce qu'on voit déjà à la télé, donc c'est pas qu'on trouve. Et je dis, mais si on fait un cours ici, tu me le fais extra pour les entreprises d'ici. Donc c'est hands-on. Tu accompagnes les entreprises à utiliser des outils de l'intelligence artificielle pour ce qu'ils font. Et donc il a créé un cours pour nous. Ça, c'est très important. C'est, disons, l'idée de mettre des experts au service des chercheurs qui arrivent de EM Lyon, qui écrivent des papers pour les journals internationaux. Et moi, j'ai besoin de quelque chose qui a un impact sur la place. Donc, on travaille avec eux pour développer des formations pour le digital storytelling ou le digital marketing des entreprises locales. Et ça, c'est, disons, et de l'autre côté, nous, on est un peu en antenne. Moi, quelquefois, je suis un peu le ministre des extérieurs de la vallée parce que je voyage beaucoup. Et j'ai réussi à être en réseau avec les organisations pour faire exactement ce que tu disais, donc d'amener
des innovations sur le territoire et de créer des projets. Et avec le réseau qu'on a créé dans ces 20 années de Polo Poschiavo, on a vraiment la possibilité maintenant, quand on a une idée dans la région, d'activer le réseau et de créer un partenariat qui est intéressant pour développer un projet Interreg Alpine Space, qui est un programme assez compliqué, mais à la fin, on fait ce projet-là, pour moi, je le fais pour moi, disons pour la région. Pas, disons, à la fin, c'est un projet Alpine Space, ça a des enjeux politiques, parce qu'on fait des policy papers et tout ça. Mais nous, on met en pratique pendant le projet des choses, donc on les montre. Et ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui font les politiques, parce que c'est un laboratoire. Parce qu'on peut vraiment prendre l'innovation, la mettre en place, c'est petit, on s'organise très facilement. C'est comme chez vous, on s'organise facilement ici, c'est pas, on se connaît. C'est pas très compliqué de faire ça. Et donc, on réussit à faire ce discours pratique. Donc, prendre ce qui est discuté, les grandes... et aussi montrer que c'est possible de faire. Parce que si on parle de changement climatique, de résilience et tout ça, nous, on fait des choses. On prend des concepts et on les met... On prend un paper scientifique et on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut faire exactement un patrimoine immatériel sur ça. On peut travailler sur les savoir-faire traditionnels et les mettre au service d'une région. Donc ça, c'est un peu l'intéressant. Donc, c'est une association. Donc, nous, nos associés, ce sont les deux communes, la région, la chambre de commerce de la région et un office fédéral. Donc, c'est l'Institut fédéral de la formation professionnelle qui sont les membres, et la commune de Bregaglia, qui est une commune de langue italienne qui n'est pas loin de la Val Poschiavo. Donc, on a aussi un centre de formation dans cette région-là. Les salariés, ils sont aussi salariés d'entreprises du territoire. Donc, nous, le secret, c'est aussi que c'est très petit. Donc, on a peu de salariés fixes. On travaille toujours à projet spécifique. On a les enseignants qui font les cours, parce qu'on fait des cours aussi de langue, on fait des cours un peu de tout. Donc ça, il y a des enseignants, il y a plus ou moins une cinquantaine de personnes qui, chaque année, travaillent part-time pour les cours, plus tous ceux qui travaillent pour les projets. Donc on a des personnes sur ça. Donc, et c'est aussi la flexibilité c'est pas une entreprise avec 50 personnes qu'on doit occuper. Nous, on va spot-on. Donc, on dit, OK, on a un petit core team de 3 personnes. Et puis, le reste, on va prendre les compétences qui peuvent être locales, mais peuvent être aussi de l'extérieur pour faire les activités. Et ça, c'est un peu une possibilité qui nous permet de continuer à travailler. On a un budget ça dépend des projets qu'on a, plus ou moins de 500 000 à 600 000 francs, que c'est plus ou moins la même chose en euros maintenant. Et 200 000 francs, ils arrivent du canton de Grison pour la formation, pour l'activité de formation continue qu'on fait. Le reste, on le génère avec les projets. Et donc, c'est pas grand, c'est pas une organisation avec des millions de budget comme ça, mais c'est assez intéressant d'être... Et on est, disons, un peu plus libre de travailler que le développement régional qui est près de la région, parce qu'il y a aussi un développement régional qui est institutionnalisé. Mais là, ils sont un peu plus coincés dans des démarches formelles. Nous, on est plus libre. On peut aller prendre, on peut faire des projets aussi hors du territoire. Comme ça, si on est une commune, c'est un peu plus compliqué de vraiment se mettre en réseau. Comme ça, nous, on a la possibilité, parce que c'est écrit dans nos statuts, qu'on doit être une antenne qui mette en lien la Val Poschiavo avec les centres du savoir et qui sont hors de la région. Une question qui vous est souvent posée aussi, c'est finalement d'où vient le moteur de tout ça. Et souvent, vous faites le lien avec 87, avec cette catastrophe. En tout cas, c'est parfois une des raisons évoquées avec cette catastrophe, cette inondation. Est-ce que pour toi, c'est le seul et l'unique moteur ou... Est-ce que tu peux juste nous rappeler le contexte et ce que ça a généré? J'ai des photos, si vous voulez. Ouais, non. Les catastrophes, c'est pas... On a vu ça, c'est mieux.
Non, en 87, il y a eu une alluvion très grande en Valposchiavo qui a détruit le village central et une partie de la vallée. Et ça a été un moment de choc, comme quand je vois les images des inondations qu'il y a, des alluvions qu'il y a dans les montagnes, aussi maintenant en Allemagne, quelquefois, ou celles qu'on a eues en France l'année dernière, je vois vraiment les mêmes images. On a eu en Slovénie exactement la même chose en automne. Nous, on a eu ça. Il n'y a pas eu de mort, il y a beaucoup de dégâts. C'était un moment vraiment de changement, c'est clair. C'était un peu un milestone parce qu'il y a eu un gros investissement sur le patrimoine bâti de la région. Donc, on a eu la possibilité de refaire les infrastructures routières, tout ce qui était les infrastructures oui, d'une petite ville comme Poschiavo. Et donc, ça a créé, disons, un peu un choc. Je crois que ça, c'était, disons, un gros investissement, mais là, c'était peut-être un moment, disons, de transition. Je crois que le progetto Poschiavo, que je mentionnais avant, ça a été très important pour la région. Donc, cette innovation digitale qui est arrivée en 95, ça a été vraiment le moment de changement parce que le Polo Poschiavo est un résultat de ça. Beaucoup d'autres entreprises se sont renouvelées grâce à cette démarche formative sur l'innovation. Et, et puis, oui, ça c'était, disons, du point de vue économique et du développement de la communauté aussi très, très, très important. Et puis, c'est clair euh, la- oui, il y a beaucoup de milestones dans une région comme ça. 87, c'est clairement une chose qui a changé, disons, c'est devenu plus suisse. Parce que c'était un peu plus décadent avant, Valposchiavo. Et puis après, on a investi beaucoup. On a fait tout le village, si vous venez, c'est vraiment très suisse, c'est tout parfait. Il n'y a rien en place. Donc et ça, c'est resté. Donc ça nous a aidé à faire des investissements que autrement une commune comme Posca n'aurait jamais pu faire. Il y a eu dans les années 90 une grande crise dans les communes de montagne en Suisse en général, où il n'y avait pas d'argent pour faire les investissements sur les infrastructures. Et nous, on n'a pas vu ça. On a pu vraiment continuer parce qu'on a fait cet investissement grâce à l'argent qui est de la reconstruction. Donc on a utilisé bien. Ça veut dire on a utilisé bien cet argent-là. On peut faire des choses qu'on regrette maintenant. Ça, c'est clair. Oui. Alors, derrière la carte postale, moi j'aimerais gratter un tout petit peu. On a une tradition sur le T-Rex, enfin si je peux dire on, c'est de voir un peu les flops, les échecs derrière tout ça. J'imagine que pour arriver à la carte postale, ça n'a pas été tout rose, un long fleuve tranquille. Tu peux nous citer quelques échecs un peu inspirants Donc, non, c'est clair que c'est une communauté petite. Il y a beaucoup de conflits derrière ça. Donc, c'est pas toujours la paix et tout ça. Donc, il y a il y a eu, ça dépend beaucoup de la disons, des enjeux politiques qu'il y a eu dans les années. Le projet du 100% bio, il a été presque bloqué pour 6 années pour des discussions politiques internes. Donc nous, on aurait été plus loin si ça n'a été pas le cas, parce que le projet est lié à un investissement de 15 millions de francs pour des projets singuliers des entreprises. Donc, c'est des investissements des agriculteurs pour faire des choses, pour fermer la filière. On avait trouvé des lieux où il y avait des trous dans la filière et on investissait pour remplir ça, pour avoir la filière complète de tout dans la vallée. Et ça a été un peu bloqué. Ça, c'était un peu une chose qui était compliquée à débloquer, mais il y a eu beaucoup de pression de part de la population parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt, parce que le tourisme, il travaillait sur 100% Valposchiavo tout le temps. C'était la communication, c'était parce qu'il y avait les produits déjà, mais il n'y avait pas encore les investissements derrière.
Il y avait, et donc, ça, on a pu créer une pression sur ça. Donc, c'est un échec qui a été maintenant. L'aménagement du territoire, c'est toujours un problème très grand. Ça, c'est la complexité de l'aménagement, la participation, les intérêts particuliers. Quand on commence à discuter, qu'on doit, euh, oui, il y a des lois supérieures qu'on doit mettre en place où on doit réduire la possibilité de bâtir. Il y a beaucoup de discussions assez. Et là, je vois que la commune de Poschiavo en particulier, elle a des difficultés à faire de la participation sur ça. Et ils ont, par exemple, pas utilisé l'outil digital qu'on a mis en place parce que ça serait parfait pour faire une participation directe sur une planification territoriale comme ça. Parce que vous devez savoir que à la fin, un plan d'aménagement d'une commune, il est voté par référendum obligatoire. Donc, on doit voter ça. Donc, si on a investi 5 ans de planification qui coûte très cher, très, très, très cher, et ça passe pas, on peut commencer du début. Et donc, ça c'est. Et là, je vois on va dans cette direction-là maintenant. Donc, on va dans cette direction Ça, c'est les complications sur. Puis, il y a, disons, on a sur les aspects de l'énergie, il y a des discussions maintenant sur la transition énergétique, tous les discours. On a des gros projets on est en train de discuter, un projet sur un solaire d'haute montagne. Vous connaissez tous, il y a beaucoup de discussions sur ça dans toute la Alpin. En Suisse, on l'a appelé le Solar Express. La fédération, elle pousse qu'on construit des grosses centrales photovoltaïques en haute montagne parce que à Zurich, il y a le brouillard tout le temps et donc ils veulent mettre tout dans les montagnes. Et nous, on a un projet, on l'a voté, c'est intégré dans le territoire. Donc, on n'est pas. Il y a eu des discussions sur ça, sur donc, mais disons, c'est pas un territoire, disons, taliban du point de vue euh, du développement. Il y a aussi un gros projet hydroélectrique d'une centrale à pompage géante euh, qu'on ne voit pas. C'est un projet invisible quand il est fini. Et ça, il a été aussi voté. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur donc, il y a des choses qui font un peu qui changent cette carte postale aussi. Il y a des discussions sur ce qu'on n'a pas réussi à faire aussi dans les rapports internationaux, c'est c'est Livigno, la discussion Livigno. Livigno, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une des destinations touristiques plus importantes des Alpes maintenant, plus d'1 million de nuitées. C'est un village et c'est zone franche. Donc, dans cette vallée bio, il y a dizaines de milliers de voitures qui en été traversent la vallée. Ils arrivent de Milano, qui est là. Et ils vont à Livigno parce que l'essence, elle coûte 1,20 €. Et donc, ça, c'est un problème, disons, c'est un problème à différents niveaux, parce que c'est un peu absurde que dans les milieux des Alpes, que c'est un territoire à protéger, à sauvegarder, tout ça, il y a une machine à essence comme Livigno qui attire milliers de personnes qui vont seulement pour l'essence. Et donc, on n'a pas réussi encore à faire quelque chose. Il y a aussi la partie, disons, négative du patrimoine UNESCO des chemins de fer, parce que, je dis 1 million de passagers, ils arrivent, beaucoup de ces passagers arrivent avec le car. Donc, ils arrivent à Saint-Moritz ou à Tirano, un des deux côtés. Et le bus, il vide les personnes et les met sur le train. Le train, il passe toute la Val Poschiavo. Le bus, il passe vide dans cette région-là et va les ramener là. Donc ça, il y a des discussions sur la mobilité. Il y a beaucoup à faire. Ça, c'est une discussion, c'est lié au tourisme, disons, à l'exploitation touristique du chemin de fer, que c'est important que ce soit UNESCO, c'est clair, mais qu'on doit vraiment travailler beaucoup plus sur la mobilité transfrontalière pour éviter
ça et créer beaucoup plus un réseau plus intéressant. Parce que ici à Tirano, si on bat, il y a le chemin de fer italien qui arrive. Je disais avant, une ligne directe pour Milano Centrale qui passe sur le lac de Comme. Une ligne très belle aussi. Mais disons, la région Lombardie, c'est une catastrophe. On a fait beaucoup de projets Interreg Italie-Suisse pour discuter ça et on n'a pas vraiment des solutions. Et les chemins de fer éthiques, ils font un peu les oreilles de merchants, on dit, orecchi da mercante. Ils n'écoutent pas vraiment de cette partie-là. Par contre, on dit qu'ils doivent trouver des solutions sur ça avec de la mobilité. Donc, il y a des discussions sur la carte postale. Donc, il y en a beaucoup aussi dans la région. On prend peut-être des questions dans la salle. C'est l'apéro. Hein. Bonsoir, j'en profite que je suis dans l'oreille gauche du maire pour lui murmurer des trucs en même temps. Non, ça m'a marqué ce que vous avez dit sur la notion d'échelle en fait, et de dire il faut être à la bonne échelle parce que si on est trop grand, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne moins bien. Et en fait, moi, en vous entendant, je pensais à la marque et à la marque d'excellence Savoie-Mont-Blanc. Enfin, Savoie, on a quelqu'un de Savoie-Mont-Blanc qui pourra peut-être nous en parler. Et en fait, moi, je trouve que Savoie-Mont-Blanc a fait un super travail sur les produits et sur les marques de produits locaux, en tout cas dans le marketing et dans le marketing externe. Par contre, ça m'a toujours surpris de me dire, en fait, sur les territoires en local, on la retrouve très peu, cette marque, alors qu'en fait, pour le coup, elle porte vraiment les produits locaux au niveau national, voire à l'international. Et du coup, ça me questionne, je me dis, en fait, est-ce que c'est la bonne échelle, du coup, pour travailler sur ces produits, voire est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'aller redescendre à l'échelle de la vallée, alors, et de sortir du périmètre de l'AOC Beaufort ou de Robloch, hein, mais en fait, je repense à une initiative qui avait été menée par le Grand Massif à l'époque, et en plus c'est intéressant parce qu'elle avait été menée par le domaine skiable. C'est qu'en fait, en plus ça s'appelle OGM, donc c'est rigolo, c'est Origine Grand Massif, et c'était un moyen de référencer tous les produits et toutes les productions locales sur le domaine skiable. Alors c'était qu'un référencement, mais l'idée c'était peut-être d'en faire un magasin de producteurs, etc. Et je trouvais ça intéressant de dire on se sert quelque part du volume généré sur le domaine skiable ou par le tourisme, qui est un peu l'aspirateur à clients, et par contre on en profite à ce moment-là pour valoriser une production locale, de l'artisanat, et voire demain du coup générer de l'économie. Et à ce moment-là, on a du coup un acteur central qui est en l'occurrence l'exploitant, qui est au service de la diversification du territoire. Du coup, ça incarne complètement le fameux c'est le ski qui financera la transition. Voilà. Et du coup, je ne dis pas qu'il faut changer les DSP, mais peut-être. Et je ne sais pas pourquoi je balance ça, mais je vois Christelle là-bas, peut-être, si tu as des choses à nous dire sur Savoie-Mont-Blanc. Et le maire, on en parlera après quelques verres. Moi, je peux témoigner que ce n'est pas la bonne échelle, en fait. Ça n'a rien à voir avec le sujet politique, évidemment, bien sûr. Non, en fait, c'est trop grand. Ce qui fait qu'en fait, c'est trop grand, et nous, on n'avait pas les moyens de faire changer les choses. J'allais poser la question de comment vous avez, diable, embarqué les agriculteurs dans le fait de changer, passer en bio, de faire du terrassement, etc. Comment on convainc ? Et nous, on n'avait aucun lien, si tu veux, capitalistique ou de gouvernance, en fait, pour pouvoir imposer des changements, ce qui fait qu'on avait des cahiers des charges qui arrivaient, qui étaient des produits déjà, en fait, existants. Alors, au bémol près des fruits, où eux, ils avaient envie de faire les choses en super local. Mais dès que c'était un produit manufacturé, en fait... il y avait des contraintes, c'était impossible de faire du 100% local. Et le local, c'est quoi ? Si c'est l'échelle Savoie-Haute-Savoie, et encore, ça aurait pu être possible, mais non, en fait, juste, il n'y avait aucun produit qui marchait. Donc, sur l'intention, elle était bonne, mais en fait, on se retrouvait prisonnier de cahiers des charges trop exigeants, en tout cas pour cette échelle-là, ce qui fait qu'on n'a jamais pu décoller. Et au passage, les fromages n'ont jamais voulu jouer le jeu, ni passer sous la manière en question, parce qu'ils n'avaient pas besoin, en fait, d'un autre porte-drapeau. Et donc, ma question, du coup, je rajoute à la tienne, c'était aussi comment vous avez convaincu, parce qu'en tout cas, à l'échelle dans laquelle on était, c'était juste impossible, quoi. Oui, donc les agriculteurs ne sont pas des philanthropes. Donc, quand on parle des produits qu'ils produisent qui ont un meilleur prix, ça leur intéresse. Le bio, il est financé en Suisse. L'agriculture bio de montagne est encore plus financée. Donc, c'est clairement une partie de la discussion. Il y a des agriculteurs qui sont vraiment... Disons, le bio, à la fin,
c'est le label suisse, la Bourge bio. On avait des agriculteurs qui étaient de succès depuis des années, qui l'ont fait parce que vraiment ils croyaient au bio. Parce que les autres, ils ont vu l'opportunité de avoir la possibilité de produire et avoir des prix meilleurs pour ce qu'ils produisaient. Et donc ça, c'était la chose importante. Donc de montrer, parce que la filière courte fait ça. C'est clair qui va gagner quoi. Il n'y a pas la grande distribution dans cette filière-là. C'est entre nous. Et donc, c'est plus simple d'avoir des prix plus intéressants. C'est aussi que, disons, les pionniers du bio de la Valposchiavo, ils étaient très en lien avec Coop Suisse. On doit dire que dans la Suisse, la Coop, c'est la grande surface, il y en a deux grandes Suisses, Migros et Coop. Coop a lancé un programme bio déjà plus de 30 années maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'en Suisse, on a le 17% de bio, parce que Coop a vraiment aidé. Donc, il y avait la laiterie de Poschiavo et le producteur de herbe officinale, ils pouvaient vendre les produits à cette échelle-là. Nous, on est entré après et on a discuté, disons, et convaincre les personnes, c'est plus... l'idée de faire le 100% Valposchiavo, 100% Valposchiavo, ça ne veut pas dire que c'est bio. Bio, c'est la certification. 100%, c'est pour tous ceux qui font le local. Donc, ils pouvaient jouer au jeu, même s'ils n'étaient pas bio. Et donc, après, dans les années, ils ont commencé à voir qu'il y avait l'intérêt aussi à arriver au bio. Donc, il n'y avait pas eu à un certain point, un peu de pression, il y avait, mais ce n'est pas vraiment qu'ils étaient obligés à le faire. Et puis, donc, les agriculteurs, c'est toujours compliqué. C'est compliqué parce qu'on fait des formations pour les agriculteurs, parce qu'il y a toujours la discussion entre les gastronomes et les agriculteurs. Les agriculteurs, ils disent « Ah, mais les restaurateurs, ils n'achètent jamais chez moi et on ne sait jamais ce qu'ils veulent. » De l'autre côté, les autres disent, mais ils n'ont jamais ce que j'ai besoin. Et ils me disent, et je ne sais pas où je dois aller prendre les choses, parce que pour un gastronome, c'est plus intéressant de faire un coup de fil à un traiteur qui porte tout que d'aller. Donc, nous, on a dit, OK, on vous trouve la solution. On vous met en place un marché, Mercato Valposchiavo, qui, avec un coup de fil, un système digital, vous pouvez acheter les produits. Les agriculteurs, ils mettent les produits sur cette plateforme et vous pouvez les ordonner à travers cette plateforme. On a toute la logistique à niveau local. Donc, ils n'ont plus l'excuse maintenant qu'ils ne savent pas, non, parce que c'est un peu le discours qu'on doit... et sur ça, on doit continuer à travailler à des solutions, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas trop, il n'y a rien, il n'y a pas de produits. C'est toujours la discours. Il y a 150 produits, je crois qu'on peut faire des choses avec ça. Parce que ce n'est pas l'idée aussi qu'ils fassent tous avec les produits locaux, c'est qu'ils travaillent plus avec les produits locaux, les gastronomes. Donc, il y a beaucoup de marge d'amélioration à ce niveau-là. Et on trouve des solutions. Donc, on essaye de créer des outils différents. Au début, ce n'était pas une plateforme Internet, mais c'était une personne qui faisait le lien entre l'agriculture et les restaurateurs. Donc, c'était un coup de fil, la même chose. Donc, on a commencé avec ces... Et donc, ça commence à convaincre plus, disons, qu'il y a de l'intérêt à... Et puis, il y a beaucoup d'intérêt aussi à faire des innovations. Je vois qu'il y a des transformateurs qui vont chez les agriculteurs à demander de faire des choses pour eux. L'exemple le plus éclatant, c'était 2015-16, la pizza. La pizza, ce n'est pas typique en Valposchiavo, mais en tout cas, il n'y avait pas la farine de blé pour la pizza, et donc on a
travailler avec les agriculteurs pour faire la farine de blé. Puis les pizzerias sont allées à la laiterie, on dit on voudrait avoir la mozzarella, parce que la laiterie ne faisait pas de mozzarella, elle faisait simplement des fromages de montagne. Et donc ils ont expérimenté, ils ont fait la mozzarella. Et puis le producteur de baies, qui est dans la partie basse de la vallée, ils sont allés lui demander s'il faisait les tomates. Et lui, il a préparé les tomates, puis il a dit, mais je fais les tomates, mais c'est mieux que je vends directement la sauce. Donc, il s'est organisé et il vend la sauce. Et donc, ça, ce sont des choses qui se sont passées, disons, au dehors de ce qu'on a organisé comme projet. Ce sont des contacts entre les gens qui commencent à faire des raisonnements. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Comment on peut créer plus de circularité dans ce qu'on a. Donc, c'est là la conviction, et puis c'est 12 années. Hein, ça, c'est pas que travailler depuis peu de temps sur ça. En France, alors sur une grande échelle, bien sûr, hein, depuis 2021, il me semble, le bio a stagné ou s'est mis un peu en recul pour des raisons d'inflation, de prix. Enfin, les raisons sont multiples. Est-ce qu'en Suisse ou dans votre vallée, vous êtes touché par ça et quelle est votre perspective d'avenir sur ce sujet? Non, dans toute Europe, il y a eu une stagnation sur le bio. Et même, c'est diminué pour l'inflation et tout ça. En Suisse, pas. En Suisse, c'est stable, ça monte encore un peu. Et comme je disais, pour nous, disons, le bio, c'est une certification importante parce que c'est en plus, mais c'est le local qui est plus important. Donc, et c'est aussi plus important pour le consommateur, pour le touriste qui vient. Parce que le touriste, il est intéressé aux produits locaux, à manger les plats locaux avec les produits locaux. Et donc, donc le label 100% Valposchiavo, c'est plus important, c'est plus intéressant pour eux que s'il est aussi bio ou pas. Donc, de ce point de vue, disons, la démarche est importante pour nous. On continue, disons, à travailler sur les produits. Comme je disais, il y a des investissements de privés maintenant intéressants sur l'huile. On aura la Valposchiavo, la partie basse, c'est encore zone de montagne du point de vue agricole, même si c'est à 400 mètres. Donc, ça sera le premier huile bio de montagne suisse. Donc, ça donne, disons, c'est une petite production. Ils ont fait une expérimentation avec 70 plantes. Maintenant, ils ont planté 300 et ils vont en avoir 1500 dans 2 années. Donc, ils ont aménagé toute une côte avec des terrasses qui étaient disparues dans les bois. Et ça donne aussi, c'est un produit à un niveau de prix très haut, parce que c'est une production très petite, mais c'est pour la région super une histoire à raconter, parce que nous, on a raconté beaucoup l'histoire des baies pour des années maintenant, mais maintenant c'est l'huile, hein, l'huile de montagne. Donc il y a ces aspects-là qui ont continué, et je disais aussi avant le vin, cette jeune femme, 25 ans, qui a décidé de faire une production de vin à 1000 mètres, pas loin de Polo Poschiavo. Et maintenant, ils ont préparé tout. Et dans 3 années, on va voir si ça va marcher. 1000 mètres, c'est plus ou moins, il y a des vignobles en Valais ou ça, dans cette... mais c'est pas la même chose. Nous, on est nord-sud de tout ça. On va voir. Hein, c'est intéressant si ça va marcher. Donc, et je crois qu'elle est retournée en Valposchiavo parce qu'elle a vu peut-être... Je crois que cette démarche, dans la génération... Maintenant, on est dans cette démarche depuis une quinzaine d'années. Il y a une génération qui est née dans cette idée du 100% Valposchiavo. Et maintenant, on voit les fruits. Je crois que c'est une stratégie à long terme d'attractivité du territoire aussi. Parce que je disais, on travaille aussi, c'est une vallée où il y a l'émigration des jeunes, parce qu'on n'a pas d'université, donc c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui partent de la région. Et nous, on veut vraiment aussi être attractif pour ceux qui veulent retourner, qui peuvent créer des activités, avoir un futur intéressant à mettre avec ça. Parce que
disons, les infrastructures sont là, il y a l'hôpital, il y a plus ou moins tout ce qui est nécessaire, disons, du point de vue des services. Mais Claire, c'est une vallée de montagne. Mais on voit qu'il y a cette génération maintenant, qui a 25 ans maintenant, qui commence à raisonner de peut-être faire des choses, d'être entrepreneur, de faire du vin à 1000 mètres, des choses comme ça. Bonsoir. Du coup, vous disiez au début que vous ne vouliez pas de tourisme de masse et uniquement des touristes qui viennent s'intéresser à ce que vous faites. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour bloquer ce flux potentiel qui peut être influencé par plein de choses qui ne sont pas entre vos mains? Donc, nos hôtels, ils sont petits. Ils sont tous des hôtels familiales. On n'a pas de place pour des investissements de resort ou de ça. Donc, dans le plan d'aménagement du territoire, on ne prévoit rien de ce point de vue-là. Donc, infrastructures touristiques de grande dimension, tout ça, on n'a pas la possibilité de les faire. Et donc, ça limite. C'est clair que s'il n'y a pas de place, on ne peut pas y aller. Nous, on travaille beaucoup maintenant sur l'hiver, parce que l'hiver, c'est pas la saison c'est pas notre saison, parce que nous, on n'a pas de remontée mécanique, on n'a pas de ski, on a Saint-Moritz et Bormio à 45 minutes, mais nous, on n'a pas de ski, donc on n'a pas eu ce développement-là dans les années 60. Et donc, je crois, on voit que dans la politique, dans l'aménagement du territoire, il y a, disons, une claire idée qu'on veut rester sur ce niveau de tourisme, qu'on veut avoir des saisons, pas seulement l'été fort, mais travailler sur l'automne, et ça marche très bien. Le printemps aussi, et plus l'hiver, donc avec les infrastructures existantes. Donc on a de l'espace d'amélioration sur les nuitées, mais on n'a pas l'idée de créer on a rien de fun dans les Alpes. On n'a pas de zipline, on n'a pas de tout ça. Et, on a eu une discussion sur une zipline, on ne l'a pas voulu. Je crois que, disons, la population est assez consciente sur ce qu'on doit faire. Disons, il y a beaucoup de discussions quand il y a des projets comme ça, d'investissement, d'infrastructures qui ne sont pas vraiment en ligne avec cette idée d'une vallée bio, qui est une vallée qui est faite pour nous avant que pour les touristes. Ça, c'est aussi important. Disons, nous, on n'est pas une monoculture touristique. Ça, c'est très important. Disons, l'économie de la vallée, le tourisme, c'est un facteur important, mais ce n'est pas le facteur le plus important. C'est un des facteurs de la région. Donc, il y a des autres. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait avant pour la communauté, même dans les événements culturels. Les événements culturels, ils sont tous en italien. Les touristes, ils sont tous germanophones. Donc, on fait la culture pour nous. Et puis, c'est clair que s'il y a disons, il y a les concerts, tout ça, c'est ouvert à tous. Mais on les fait, disons, c'est plus important de faire de la culture pour la communauté que de faire le grand concert avec il y en a peut-être un à l'année, un concert avec un nom un peu plus important, italien, qui vient chanter ou quelque chose comme ça. Mais on fait pas comme Ischgl. Donc, c'est vraiment très clair, disons, aussi de ce point de vue. Donc, on attire, c'est ça qu'on montre, et on attire aussi les personnes qui sont intéressées à ça à la fin. Et dans le marketing de la démo, on travaille sur des marchés très, très clairs. C'est le marché suisse qui est intéressé exactement à ça. On ne va pas faire le marketing avec Swiss Tourisme au Brésil ou en Chine ou ça. Donc ça ils sont sur le train. Ils regardent ce qu'on a fait. Les touristes, nous, on fait la carte postale, qu'ils peuvent faire la photo, mais on n'est pas organisé. On ne peut pas voir ce qu'il y a à Saint-Moritz ou les autres stations à côté de nous. Ce n'est pas le lac de Com où il y a tous les Américains, tout ça. Eux, ils vont sur le train, ils font la photo, ils descendent. Il y a un spot où ils descendent, ils font la photo sur le glacier,
ils remontent sur le train et puis ils partent. Donc ça, c'est bon. Oui. On va prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un d'autre peut poser une dernière question avant que je prenne la dernière? Bon. Du coup, vous parliez justement de la participation des gens dans les projets. Est-ce que de base, alors je sais qu'en Suisse, c'est pas la même manière d'être et de participer à la vie locale. Est-ce que de base, tout le monde participait au projet ou est-ce qu'il a fallu vous battre pour qu'ils viennent? Et si oui, donnez-nous la recette. L'illusion de la participation. Donc, c'est toujours la même chose. C'est très difficile d'investir sur ça. Et à la fin, il y a un groupe, disons, assez grand qui participe, mais ce n'est pas, disons, tous. Parce que, disons, l'idée que tous doivent participer, ok, c'est beau, mais c'est impossible. C'est pas... Donc, c'est clair il y a des difficultés et on doit investir beaucoup d'énergie pour motiver les gens à participer et créer beaucoup de différents formats de participation qui sont... Oui, l'événement, c'est bon, le workshop, les personnes détestent les workshops. Donc, donc, ceux qui viennent au workshop, ce sont toujours les mêmes. Si on dit on fait un workshop pour la vision de 2040, on a mis en place, je crois, 10 différents outils de participation, aussi des outils totalement anonymes. Parce que aussi la participation, si tu vas dans un lieu et tu dois dire la tienne, pas toujours les personnes veulent le dire. Non? Donc, on doit leur donner l'espace anonyme pour dire les choses. Donc, on a utilisé, puisqu'on est assez digitalisé, on a utilisé des Padlets ouverts où il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont sorties, que puis on peut évaluer. Oui. Et donc, on essaye d'utiliser, disons, des différents outils, mais c'est un peu une illusion que vraiment tout le monde participe. Donc, on doit aussi être honnête de dire, OK, on donne la possibilité à tous de participer, on crée toutes les possibilités qu'il y a, pas seulement la soirée publique ou le workshop, mais aussi plus. Et puis, à la fin, on décide. C'est comme ça. On ne peut pas attendre que tous participent. Puis, à la fin, ils peuvent quand même encore aller voter. Beaucoup de choses, elles viennent voter en Suisse. Donc, il y a la participation, même si, comme vous savez, en Suisse, pas beaucoup de gens vont voter aussi. On a cette démocratie directe, mais à la fin, moins de 50% de la population va voter au référendum. Il y a des choses, quelquefois aussi 30% qui décident. Donc, c'est comme ça. Mon avis, c'est aussi de travailler avec les gens qui ont envie de le faire. Parce que de ne pas continuer à dire « Ah, mais ils ne participent pas à tout ça ». S'il y a des personnes qui veulent se mettre en jeu, on fait des choses avec eux. Et puis les autres, ils arrivent. Ils sont arrivés tous à la fin aussi ici. Au début, ce n'était pas vraiment tout le monde. Quand on arrive avec une idée, une stratégie comme ça, c'est clair que c'est pas très compréhensible, c'est trop vague, c'est un projet. L'idée déjà le nom projet, c'est comme le workshop. Projet, c'est pas concret, c'est un projet. Qu'est-ce que je vais? Mon temps, il est précieux. Moi, je suis concret. Je vais pas dans une démarche de projet. On n'est pas habitué. Beaucoup de personnes ne sont pas habituées à la démarche de projet où on doit attendre, où on doit écrire des choses, on doit motiver, donc sur ça, c'est un peu... On doit être aussi honnête et dire, OK, on travaille avec ceux qui vraiment veulent le faire et on continue. Et puis, s'il y a quelqu'un qui n'est pas content, il va le dire à la fin. Ils vont arriver comme toujours. On le sait, non? Les critiques, ils sont toujours là à arriver. Merci à vous. Merci beaucoup.